C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous, Jean-Marie. Bonsoir, Roselyne. Alors, François Bayrou est-il tombé 2 fois de l'armoire ? Premièrement parce que, comme il l'avait dit, il n'avait jamais entendu parler des violences sexuelles à Bétarame. Le Premier ministre avait dû expliquer devant l'Assemblée nationale, il avait dû le dire. Une communication jugée ratée par son propre camp. Est-il tombé une deuxième fois de l'armoire en écoutant le témoignage de sa fille dans le livre « Le silence de Bétarame » écrit par Alain Esquer, un ancien élève roué de coups qui a interrogé la fille de François Bayrou. Beaucoup avaient mis en doute la parole du Premier ministre, Monsieur Bayrou, qui soudain devient lui aussi victime après le témoignage de sa fille. Nous ferons une page spéciale aussi dans cette émission sur les addictions qui sont en forte croissance en ce moment avec le professeur Amine Benyamina, que je vais vous présenter dans un instant. Mais sur ce plateau, nos invités, Bruno Jeudi, directeur de la Tribune Dimanche. Bonsoir à vous, mon cher Bruno. Roselyne. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Et donc le professeur Amine Benyamina, psychiatre, addictologue, et vous dirigez le service de psychiatrie de l'hôpital Paul Brousse. Vous venez de publier Addiction, manuel de premier secours, nouvelles drogues, alcool, médicaments, cocaïne, écran. Trouvez la force de vous en libérer, et c'est aux éditions Marabout. Mais revenons sur le Bétarame, et vous nous parlerez d'ailleurs de ce phénomène d'emprise en tant que psychiatre. La fille donc, de François Bayrou, élève à l'institution catholique de Bétarame, lorsqu'elle était jeune, a fait l'effet d'une bombe avec ses déclarations dans ce livre. Écoutons un de ces extraits. C'était à France Inter ce matin. Mais je voulais me faire recenser comme victime. Vous dire, j'en suis de Bétarame. Je vais pouvoir parler avec eux, victime quelconque. Une victime parmi d'autres. Ce récit, d'abord, entendez-le comme ça. Une parmi d'autres, victime quelconque. Et fille du Premier ministre. J'ai proposé une séquence pour commencer à comprendre comment ça se passe, ce fameux silence. C'est le titre du livre d'Alain Esquer, Le silence de Bétarame. Il y avait une approche jusque-là qui faisait du silence la responsabilité des parents, de l'entourage, de la famille. Voilà, Bruno, ça donne un tout autre relief à l'affaire politique pour François Bayrou. Moi, d'abord, je trouve que j'ai trouvé très touchant la réaction de François Bayrou. Oui, on va l'écouter. Je trouve que ce qu'il dit hier, on voit bien que beaucoup de sincérité pour en avoir parlé avec lui au moment où il savait que ce livre allait sortir, au moment où il savait que sa fille témoignait dans le livre, sans savoir ce qu'elle disait. Elle Moi, je sais lui a qu'il caché était- ce qu'elle écrirait. Oui, tout à fait. Oui. En tous les cas, jusqu'à ce qu'il ait pu avoir accès au témoignage de sa vie. Je sais pas, de sa fille. Je ne sais pas à quel moment précisément il en a pris connaissance. Mais moi, quand je l'ai vu il y a à peu près un mois, il m'avait parlé. D'abord comme un moment qui le blessait fortement, lui et son épouse, de tout ce qu'on a pu dire sur lui. Manifestement, il a été extrêmement maladroit, voire très mauvais dans sa réponse le premier jour, et ça a incité et les filles à insister, et à essayer de voir, à essayer de le faire chuter, ainsi qu'une partie de la presse qui cherche à travers cette affaire à faire tomber François Bayrou. Après, il y a l'affaire Bétarame en elle-même, qui est extrêmement grave, et comme dans certains types de ces établissements qui fonctionnaient sur ce principe d'une éducation à l'ancienne, sévère, je ne sais pas trop comment on peut la qualifier, avec les violences qui vont avec et qui sont révélées maintenant à une autre époque, c'est une autre histoire qui montre, elle le dit très bien, sa fille, qu'au fond, tout le monde savait que la responsabilité, elle est aussi bien chez les parents qui sans doute savaient sans trop savoir. Et ça met en exergue, évidemment, la difficulté d'un Premier ministre qui est atteint, qui se retrouve aujourd'hui, qui passe j'allais dire, de responsable politique dont on soupçonne qu'il savait, à celui de victime lui-même, puisque sa fille est tuée au premier chef dans sa chair. Alors, on va écouter la réaction de François Bayrou. En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur. Même si c'est une affaire très ancienne, puisqu'il y a, je sais pas, 35 ans, quelque chose comme ça, mais que on ne l'ait pas su et que des dérives de cet ordre aient eu lieu,
Pour moi, c'est presque insupportable. Pourtant, je parle très souvent avec elle, mais comme vous savez, tous les parents sont comme ça. Mes enfants sont comme la prunelle de mes yeux, chacun d'entre eux. Et donc elle en premier, puisque c'est l'aîné de mes enfants. Non, on parle de tas de choses, elle n'avait jamais parlé de ça. Jean-Marie, on sent bien évidemment un François Bayrou meurtri, sincère. Mais ce que disait Bruno est vrai, c'est-à-dire que les médias se sont focalisés sur l'affaire François Bayrou. Mais les responsables sont l'Église, ce sont les prêtres qui encadraient cette institution catholique. Est-ce que là, on ne se trompe pas de cible? Et les oppositions se servent de cela pour à la fois effacer le véritable calvaire qui s'est passé à Bétharram et que ce n'est pas une affaire politique. Je suis assez ça en est devenu une, mais... Enfin, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Simplement, on est dans... Il y a plusieurs tableaux, plusieurs moments. Là, on est dans le feuilleton dit médiatico-politique. C'est-à-dire, ce que disait Bruno tout à l'heure, le feuilleton consiste à prendre appui sur le fait que peut-être François Bayrou savait, n'a rien dit, n'a rien contrôlé, n'a rien fait, etc. Donc, mise en cause de sa responsabilité politique et on pousse le bouchon jusqu'à essayer d'accumuler les pièces à conviction pour le faire tomber. Ça, c'est la partie opposition. Ça, c'est une chose. En fait, alors que la réalité qui devrait scandaliser tout le monde et qui devrait préoccuper tout le monde, c'est ce qui est révélé de ce qui se passait. Voilà. Et celui qui mobilise les victimes autour de lui et qui sort ce livre raconte d'ailleurs très bien en disant qu'à Bétharram, il y avait une sorte de complaisance absolue pour la pédophilie. Et il raconte comment des garçons étaient convoqués quand ils allaient à l'infirmerie. Ils avaient le choix. Soit rester à l'infirmerie et à ce moment-là, ils prenaient des coups, soit accepter de prendre un bain avec le directeur. Donc, je veux dire, tout est dit. Et là, c'est là qu'il faut éviter d'aller trop loin parce que penser que François Bayrou, en tant que responsable politique, etc., et local aussi, pouvait savoir qu'il y avait cette ambiance, non pas d'ambiance de pédophilie à Bétharram, mais une ambiance de violence vis-à-vis des enfants. C'est une chose. Le soupçonner d'avoir couvert des actes de pédophilie, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route et je veux dire, on va trop loin dans ce domaine. Et je pense que le résultat, pour le moment, de tout cela, c'est qu'il y a une institution qui s'en tire, qui passe entre les gouttes, c'est l'Église. Ce sont les églises, parce que tous ces gens-là sont des prêtres qui sont en question. Ce sont des prêtres qui se livraient à ce genre d'exercice, entre guillemets. Et donc, et en même temps, ça renvoie à l'immense scandale qu'est les comportements dans ces institutions catholiques, etc. Et rappelez-vous le rapport Sauvé, rappelez-vous ce qui s'est passé dans tous les pays, en Allemagne, en Irlande, au Canada, etc. Et donc c'est avec cela que l'Église catholique devrait se battre, au lieu de quoi, plutôt dans le déni. Et le rapport Sauvé, qui avait fait l'effet d'une bombe d'ailleurs. Jean-Marc Sauvé n'ait pas été reçu par le pape aussi. Qui n'a donc pas été saisi directement de ce qui s'est passé dans l'Église de France. C'est ça qui est l'objet du scandale. Et là, c'est ça qui devrait préoccuper tout le monde, et à commencer par les responsables de l'Église. Catherine, vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Marie ? Je pense plein de choses de cette affaire. La première, moi, qui m'a beaucoup remué hier, j'ai écouté la conférence de presse de François Bayrou. Assurément, il prend, comme vous l'avez dit, une armoire sur la tête, parce qu'il découvre ce qui est arrivé à sa fille. Et c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, j'imagine, pour lui, de le découvrir maintenant. Mais il dit à plusieurs reprises dans la conférence de presse, pourquoi les victimes n'ont-elles pas parlé ? Et ça m'a beaucoup déplu, vraiment. Parce que, d'abord, il y en a qui ont parlé. Et la question, c'est pas pourquoi les victimes n'ont pas parlé, mais pourquoi on n'a pas écouté, pourquoi on n'a pas voulu entendre. Et ça, moi, je trouve qu'en l'occurrence, c'est ça le problème de ce qui se passe. Et Roselyne, vous êtes une femme comme moi, et entre femmes, on se raconte ce qui se passe avec les hommes, avant même que les hommes aient commencé à accepter. Ce que je veux dire, c'est que pour que ça parle, il faut qu'il y ait une oreille qui entende. Et ça veut dire que, probablement, François Bayrou, mais comme d'autres, pas plus lui que les autres, que les pères, que les bourgeois de cette région, qui pensaient qu'il fallait éduquer leurs enfants
à la dure, ont mis leurs enfants là. Ils ne pensaient certainement pas qu'il y avait le niveau de violence et les sévices sexuels qui s'y passaient. Mais ils n'ont pas eu une oreille attentive. Et depuis 1996, il y a quand même des plaintes qui se sont produites. Et depuis 1996, François Bayrou n'a pas réussi à trouver le chemin pour parler avec ses enfants. Tous ses enfants, sa femme et ses enfants qui étaient dans cet établissement. Ça veut dire que, je vais dire une chose un peu bizarre, mais François Bayrou devrait être un peu plus woke, d'être un peu plus éveillé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je vous dis... Wake, quand même, alors. Oui, non, mais c'est ça que ça veut dire. Woke, ça veut dire éveillé. Ça veut dire être attentif, quand même comprendre que ce qui s'est passé, ce n'était pas anecdotique, c'était systémique, comme les violences que les femmes subissent par les hommes, c'est systémique, et que les femmes parlent entre elles parce qu'elles s'écoutent entre elles. Et que donc le problème, c'est là, c'est... Je ne fais pas, je n'accuse. Alors, et ça vaut pour tous les hommes. Je ne le fais pas de François Bayrou un cas particulier. Sauf que il est responsable et qu'aujourd'hui, en tant que Premier ministre, il n'a pas une parole pour dire j'ai compris ce qui se passe et il faut qu'on bouge et qu'on écoute et qu'on change des choses. Il dit comment se fait-il que les victimes ne parlent pas? Mais non, c'est pas aux victimes. On ne peut pas retourner aux victimes l'interrogation. Il faut d'abord que l'interrogation, elle porte sur l'institution, sur le système, sur une culture qui n'a pas permis que ces paroles se disent, s'entendent et qu'on en tire des conséquences. Alors, professeur Amine Benyamina, on va écouter avec vous la fin de cette interview de la fille de François Bayrou, Hélène Perlan, sur ce fameux système perverse. On l'écoute. Moi, j'ai regardé sa ligne, la ligne de tous les autres, les accusations, les enquêtes, avec une distance très calme. Parce que quand on a réfléchi depuis des années à ce qu'est un dispositif pervers, je peux vous dire qu'il est impossible de s'en tirer. Du pervers, la personne, comme du dispositif, on ne peut être que partenaire. Qu'on soit pour, qu'on le soutienne, qu'on soit contre, comme ce que j'ai fait moi de l'intérieur, on est pris dans le jeu. C'est-à-dire que ce système, c'est absolument génial. À la fin, ça se retourne contre les parents qui n'ont rien vu, qui sont accusés. Or, non, il ne peut pas s'en tirer comme ça. Il faut qu'il comprenne que lui, comme les autres, ne pouvait pas comprendre parce que ça fonctionne comme ça. En fait, on a tout sous les yeux. Et c'est ce que j'aimerais développer peut-être dans d'autres émissions. On a tout sous les yeux. Quand on nous dit qu'il y a des pédophiles, on se dit « Oh !» Mais c'est sûr, on avait tout ça sous les yeux. Sauf qu'on l'a tellement sous les yeux qu'on ne voit rien. Voilà, alors comment expliquer, professeur Benyamina, on est là typiquement dans un système d'emprise caractérisé avec bien évidemment des dégâts psychiatriques graves. Qu'est-ce qu'elle explique là? Elle explique un système dans lequel il y a 3 éléments qui me semblent fondamentaux. C'est la loyauté vis-à-vis de l'institution, des parents, du système et du milieu dans lequel ça se fait. La culpabilité, bien qu'elle ne soit pas exprimée de manière très claire, mais elle est vécue. Et la honte. 3 éléments qui font qu'on a affaire à des jeunes qui sont encore immatures, maniables. Et puis, le poids total, à la fois aussi le poids total de la religion. Je pense que c'est une institution religieuse dans laquelle il est difficile de venir un peu dénoncer, puisqu'on a en face de soi des personnes dépositaires du sacré. Donc, il y a comme une espèce de conflit à dénoncer quelque chose qui est indénonçable. Donc ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. Et puis, les personnes adultes en face jouent de ça. Puis, les parents derrière sont investis d'une idée absolument difficile à bouger, c'est qu'on a affaire à des personnes sacrées et qui ont la responsabilité de l'éducation de nos enfants. Vous avez ici les éléments qui expliquent qu'on arrive à quelque chose d'absolument terrible. Et si on arrive maintenant, 20 ans, 30 ans après, à avoir des lanceurs d'alerte, à avoir une affaire qui est dénoncée, c'est parce qu'on a changé d'époque. On a changé d'époque, il n'y a plus rien de sacré. On a désacralisé des acteurs célèbres, on a désacralisé des politiques, on a désacralisé l'homme, on a désacralisé l'ordre finalement établi entre l'homme et la femme qui permettent à ces personnes finalement de sortir d'une sorte de torpeur pour pouvoir dénoncer ce qu'ils ont vécu. Et c'est avec le recul de l'époque que les gens ouvrent les yeux, y compris la fille d'un Premier ministre. Oui. Et alors, si quelqu'un veut répondre, c'est très intéressant ce que dit... le professeur, mais je voudrais qu'on reparle, parce que l'émission file, donc de l'addiction. Votre livre, lorsque Michel Barnier avait annoncé à la tribune de l'Assemblée nationale qu'il voulait que la santé mentale soit
la première cause nationale, est-ce que vous êtes dit, enfin un politique qui se préoccupe du sujet, qui le prend à bras-le-corps, et puis patatras, Michel Barnier a été défait par une motion de censure. Est-ce que les politiques prennent la mesure du désastre, forcément, et là c'est la continuité, de ces drogues et de la répercussion sur la santé mentale? Est-ce qu'ils ont compris ça? Pas suffisamment, parce que j'ai eu l'occasion de le dire et de le répéter. Je suis président de la Fédération française d'addictologie. Et je l'ai dit, je l'ai répété aux ministres qui se sont succédés, aux responsables politiques. Vous auriez dû mettre addiction à côté de la santé mentale. Ben oui. Parce que ce n'est pas... l'addiction en matière de santé mentale n'est pas une anecdote, c'est la règle. Hélas, c'est la règle. C'est le compagnon malheureux de ceux qui pensent trouver dans la prise de drogue ou bien d'alcool ou je ne sais quoi, une espèce de point de salut. Et je répète souvent à mes patients, le psychotrope le plus simple à trouver sans ordonnance, c'est l'alcool. Vous allez n'importe où, à n'importe quelle heure, vous pouvez finalement éteindre une angoisse ou bien un mal-être en consommant de l'alcool. Et donc là-dessus, je pense qu'il est utile de travailler sur cette combinaison malsaine entre les problématiques addictives et les problématiques de santé mentale. Et il faut absolument qu'on le répète. Si on ne prend pas en charge la globalité l'écologie dans laquelle la maladie mentale s'installe, on aura du mal à vraiment sortir de là. Mais vous serez d'accord avec moi, peut-être pas vous, mais beaucoup de psychiatres, quand on emmène un enfant ou quelqu'un de sa famille qui est en prise à des addictions, le psychiatre va être d'abord un apothicaire, c'est-à-dire tant de milligrammes de ça, tant de neuroleptiques, etc. Bien sûr. Il ne cherche pas souvent, en vérité, la raison pour laquelle l'addiction, c'est un pot, hein, on peut y mettre plein de choses. Qu'est-ce qu'une addiction? Est-ce que ça vient éteindre, dans le fond, un mal-être, une souffrance qui est quasiment indicible? Alors, ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Oui. Et quand ce n'est pas toujours le cas, il faut quand même explorer. Parce qu'il y a des ressorts dans lesquels les conduites addictives s'installent. D'abord, c'est la rencontre entre un produit avec les risques inhérents à ce produit. On n'est pas addict aussi rapidement au tabac qu'on l'est par exemple au cannabis, l'alcool ou autre drogue. Puis il y a une personnalité, une personne avec son background, comme on dit, son patrimoine personnel, son histoire, les problématiques qui sont les siennes, la manière avec laquelle il gère ses angoisses, et puis l'environnement. Alors l'environnement peut offrir la drogue ou alors la retirer. La France est un pays dans lequel on a une offre extraordinaire en matière d'alcool. On l'a montré récemment avec les chiffres de l'OFDT. On a une explosion de l'offre de la cocaïne. On a triplé l'expérimentation de la cocaïne. Et puis, on a quelque chose qui est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle les drogues de synthèse. Voilà. Ce n'est pas des points de deal que les ministres de l'Intérieur successifs démantèlent avec force et fracas avec la presse. Non, les points de deal sont derrière les écrans. C'est la raison pour laquelle toutes les contrées de France sont intéressées. Et donc là-dessus, c'est un enjeu important, un enjeu de société dans lequel il faut se mobiliser, et mobiliser l'ensemble de la société. Mais est-ce qu'il est mobilisable, cet écosystème politique Il peut être mobilisable si on informe les Français des risques. Actuellement, ne sont informés des risques que le tabac, l'alcool, comme ci, comme ça, parce qu'il y a quand même un fort lobby qui traverse tout le monde. Hein. Ça, c'est important. Et puis, on n'informe pas ce qui est interdit. En gros, la cocaïne, l'héroïne, les médicaments détournés, est-ce que vous avez vu, vous, des campagnes là-dessus? Pas moi. Et quand elles existent, elles sont nichées. Et là, ce que je dis dans mon ouvrage, ce n'est pas le cas. Les Français sont concernés, tous. Quand on n'est pas soi-même, non pas dépendant, mais intéressé par le produit, dans son entourage, on a au moins quelqu'un qui a un problème de cannabis, de drogue ou de pathologie duelle, c'est-à-dire une dépression que l'on traite malheureusement par la prise de produits. Ouais. Et là-dessus, c'est une vraie mobilisation de la société. Et quand on voit des campagnes il faut les faire, sur la sécurité par la culpabilisation, à mon avis, il y a probablement une arrière-pensée politicienne. Bon, je ne suis pas il ne faut pas être un grand clerc pour le voir. Il paraît que ça lui a fait gagner des points, mais pourquoi pas? Mais la deuxième jambe, qui est la jambe de la santé, de la prévention, de l'information, elle est inexistante. Et là, moi, je dis qu'il faut, sur les deux jambes, pour faire une vraie politique drogue, santé en France. C'est un enjeu qui nous dépasse. Ici, en France, on a le sentiment de gérer intelligemment la problématique des addictions par le déni. On va être très rapidement dépassé par ce qui se passe dans le monde. Alors, je vous livre, professeur, si vous voulez. On a dit... Comment expliquez-vous l'addiction de la société française
ces records de consommation qui ont commencé avec les consommations de neuroleptiques, etc., Ouais. et qui se sont poursuivis. D'opioïdes. Il y a en plus des témoignages. Il y a eu le livre de Nicolas Demorand Oui, bien qui sûr. informe sur ce qu'il appelle une maladie mentale, c'est-à-dire la trouble dépression, bipolaire, etc. Cette maladie mentale qui a conduit donc l'ancien Premier ministre Michel Barnier a souhaité que ce soit une priorité nationale. Mais qu'est-ce qui fait cette particularité française qui est qu'on est à la fois les plus atteints, et non seulement les plus atteints, mais l'atteinte s'élargit sans cesse au point de pénétrer toutes les portions du territoire. Avant, on pouvait dire, bon, ben d'accord, c'était une consommation des happy few, puis ensuite, ça s'est un peu élargi au centre-ville, ainsi de suite. Maintenant, c'est présent partout. Alors nous qui travaillons là-dessus, on le sait depuis toujours, simplement, les Français sont en train de découvrir l'étendue de la réalité. C'est ça qui est intéressant. Tant mieux. Les lanceurs d'alerte par le témoignage qui sont les leurs, comme Nicolas Demorand et puis d'autres le font un travail de salubrité publique et de santé publique. Ça permet d'abord de dire que tout le monde peut être touché, et c'est la réalité. Ça permet de dire qu'il faut mettre en place des choses pour pouvoir permettre aux gens de dire qu'elles ne sont pas bien, pour éviter qu'elles ne continuent à vivre dans la clandestinité leur maladie. Et ça permet aussi de mettre en place des vraies politiques. Je prends un exemple. Je suis allé à l'avant-première d'un film qui s'appelle « Le jour meilleur » sur le problème d'alcool chez les femmes. C'est dramatique. Les femmes sont touchées par une double honte. Le fait de boire et le fait d'être femme et de boire. Elles arrivent avec des pathologies somatiques, c'est-à-dire très graves. Elles ont des problèmes. D'abord, elles ont des problèmes dans leur couple, avec leurs enfants, avec leur boulot. Elles arrivent avec des problèmes de santé parce qu'elles ont du mal à rentrer dans le soin, parce qu'elles sont coupables de consommer. Et puis, on n'a pas réussi suffisamment à leur dire « les femmes sont touchées, venez nous voir, on ne va pas vous culpabiliser, ni être l'objet d'opprobre ». Voilà, je prends cet exemple, il y en a beaucoup. Et je peux vous assurer que dans la réalité de mon cabinet, dans mon service, j'ai des gens très bien placés qui n'ont pas d'opposition, entre guillemets, publique, mais qui sont très malheureux de voir leurs proches malades. Et je leur demande de prendre position publiquement sur cette problématique pour que l'ensemble des Français sortent de la culpabilisation, du stigma lié à la consommation des drogues. Quand on a une pathologie psychiatrique et une pathologie addictive associée, en fonction de votre milieu, en fonction de la manière avec laquelle vous la vivez, vous choisissez. Certains préfèrent dire « je suis déprimé, je suis anxieux » plutôt que de dire « je suis dépendant à l'alcool ou au cannabis ». Et d'autres disent ben « moi, je suis plutôt dépendant à l'alcool ou au cannabis pour ne pas dire que je suis bipolaire ou schizophrène ». Voyez, on est sur quelque chose d'absolument vicié. Et c'est à la force publique de sortir les Français de cette position impossible. Bruno, juste d'abord pour essayer de comprendre l'importance du phénomène des addictions, c'est combien de personnes Français de touchés? On est très nombreux à consommer de l'alcool. On a 42 millions de Français qui consomment de l'alcool. Il n'y a pas 42 millions de dépendants. Il y a des consommateurs réguliers, 17 millions. On est parmi les parmi les plus grands consommateurs d'alcool, avec, pour chiffres qui disent 42 000 morts directement liés à l'alcool. 78 000 morts directement liés au tabac. On a tous les ans en France un Covid. Tous les ans. Oui, en matière, vous qui êtes un observateur fin de la politique et de l'économie, en France, on a 102 milliards dépensés tous les ans liés à l'alcool et 124 milliards liés au tabac. Nous avons proposé, par une tribune à la Fédération française d'addictologie, de mettre en place une taxe, mais vraiment picrocolline, mais vraiment symbolique, de quelques millièmes de centimes sur les produits alcoolisés, qui pourrait rapporter 60 milliards d'euros tous les ans, et qui permettrait, on l'a calculé avec un flot, la sécurité sociale, ça a été évacué. Voir le système de santé ça a été évacué d'un revers de main, ce qui a été fait dans des pays dans lesquels, évidemment, il y a encore une culture. En Écosse, on a mis quand même une taxe sur le whisky. Ils sont aussi, entre guillemets, aussi méchants. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de taxes dans le pays. Et ça, c'est pour l'alcool. Pour la drogue, c'est quoi on voit là aussi Alors, on a une consommation élevée de cannabis, mais ça a baissé. On dit qu'on est parmi les plus grands consommateurs européens. Ça s'est stabilisé auprès de nos jeunes. Et puis on a les nouvelles tendances qui posent problème. Le fameux truc, le PTC, pète ton crâne. Pète ton crâne, c'est du cannabis synthétique qui est extrêmement dosé et qui est problématique. On a les nouvelles tendances qui arrivent et qui sont fabriquées dans des laboratoires en Asie, ce qu'on appelle les psychostimulants.
Vous connaissez quand même dans les faits divers, le 3-MMC, tout ça. Ce sont les produits utilisés pour la fête et pour la stimulation sexuelle et pour ce type de produits. Ça vient. Les nouvelles tendances. On a des détournements de produits comme par exemple le protoxyde d'azote, le gaz hilarant. C'était un phénomène marginal auprès des étudiants de pharmacie, de médecine. Maintenant, il s'est installé. On a la consommation des écrans, par exemple. On a le détournement des médicaments qui sont très utiles, notamment ce qu'on appelle les opiacés antalgiques. Vous mettez tout ça au même niveau, c'est-à-dire qu'on va de l'addiction à l'alcool à l'addiction aux écrans. Vous mettez tout ça au même niveau parce que pour vous, c'est une seule maladie? Ah ben oui, non, c'est pas une seule maladie, c'est un seul mécanisme qui est à l'origine des risques de réitération de ce comportement. Je ne vais pas embêter vos téléspectateurs, mais je pourrais vous l'expliquer. C'est ce qu'on appelle le système de récompense. Et on peut passer de l'un à l'autre maintenant. Vous savez que dans les années 70, on avait une culture de la drogue qui était assumée. C'était l'époque où on consommait de l'héroïne, la cocaïne. Il y avait un message politique derrière le produit. On identifiait la personne à travers le produit. On savait que lorsqu'on avait affaire à des héroïnomanes, des cocaïnomanes, des personnes qui consommaient du cannabis, il y avait une forme de message de contre-culture qui accompagnait ça ou pas. Maintenant, on a des polyconsommateurs et la drogue n'est plus du tout porteuse d'une certaine forme de stratification sociétale, mais on a affaire à des polyconsommateurs qui consomment pour consommer. Oui, il n'y a pas de société sans drogue. Aucune. Or, voilà, ce que je trouve compliqué dans les messages qu'il faut faire passer auprès de la population, c'est au fond ce qui est de l'ordre même de la transgression qu'il faut admettre. Parce qu'on peut interdire et concevoir que dans les sociétés, moi je ne crois pas au rêve fou que la loi soit appliquée en tout point et en tout lieu et en tout moment. Il y a des transgressions nécessaires, mais on ne peut pas... comment faire comprendre, ou en tout cas comment penser avant de faire comprendre soi-même, cet écart entre un usage des stupéfiants en tout genre, qui sont le lot de absolument tous les humains, depuis que l'humanité est humaine, et ce qui va dériver vers la maladie. Vers la maladie. Voilà. C'est comment on raconte cette histoire et comment on l'appréhende en politique publique. Alors, entendez dans ma bouche, et je l'écris dans mon ouvrage, je suis absolument farouchement contre la prohibition. Je l'ai toujours dit, je l'ai assumé, parce que pour ma part, et je l'ai vu, la prohibition, c'est le moteur du trafic. C'est une bénédiction pour les trafiquants d'avoir des produits interdits. Ils sont attractifs, ils ont une population captive, notamment nos jeunes et nos moins jeunes. L'expérimentation, elle est un fait de société, un fait humain. Ce que vous devez entendre dans mon discours, qui est celui de tous mes collègues, c'est l'information. L'information permet de réduire les risques. L'interdiction ne va pas éteindre la drogue. Elle va permettre aux personnes de savoir quels sont les risques. Et nous sommes à un niveau où l'information n'arrive pas aux Français. C'est ça qui est insupportable. Parce que les politiques ne relaient pas non plus. Non, mais à l'inverse même, on a plutôt une tendance à développer l'idée qu'il faut libéraliser la consommation. En plus. Et donc, cessant de l'interdire, si on cesse de l'interdire, on cesse... Enfin, c'est le raisonnement de ceux qui le plaident. Oui, bien sûr. On cesse, le trafic cesse. Est-ce que c'est pertinent à vos yeux? Parce que moi, ce qui me semble toujours frappant dans ces histoires d'addiction, c'est que tout le monde fait l'impasse sur ce qui se passe dans les jeunes cerveaux entre, j'allais dire, 14 et 18 ans. Et c'est là, les dégâts peuvent être considérables, mais vraiment irrattrapables. Vous avez répondu à votre question en la posant. Vous avez 10 fois raison. Le principe de la réduction des risques, c'est permettre à ceux qui sont vulnérables d'échapper à la cible des trafiquants. C'est-à-dire les jeunes de moins de 15 ans, et même un peu plus que ça, le cerveau mature jusqu'à 23-24 ans. C'est permettre aux personnes qui, quand elles consomment, vont mal. Ce sont ceux qui sont porteurs de maladies psychiatriques ou de maladies psychologiques. Ceux-là doivent être protégés. C'est extrêmement important. C'est justement le problème de la protection. Le système, l'hôpital psychiatrique, c'est une médecine d'urgence. C'est-à-dire qu'on va en psychiatrie lorsqu'il y a une bouffée délirante, aiguë, des crises, ce qu'on appelle des crises maniaques. Mais ils peuvent garder 3 semaines, 5 semaines. Et après, la porte, c'est par là, au revoir, il se passe quoi? Ce que on peut appeler la rupture de soins. Et là, le jeune et la famille est en errance. Vous avez 10 fois raison, Roselyne, et c'est la raison pour laquelle moi, avec un certain nombre de mes collègues, sommes associés à des groupes internationaux dans lesquels
on essaie de travailler sur la prise en charge globale, ce qu'on appelle la pathologie duel. C'est-à-dire autant s'intéresser à la pathologie psychiatrique qu'à la pathologie addictive et faire des postures et des accompagnements. Oui, voilà. Et le problème du système français actuellement, c'est un saucissonnage des pathologies et des personnes. C'est pas parce qu'on a affaire à quelqu'un qui prend de la drogue et du cannabis ou je ne sais quoi et qui est porteur d'un trouble bipolaire ou je ne sais quelle pathologie psychiatrique qu'il faut mettre 3 ou 4 personnes. C'est la même personne, le même groupe qui doit l'accompagner pour lui permettre de sortir. Parce que l'un alimente l'autre. Et on y est encore au balbutiement. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Non, hélas. Professeur, vous disiez tout à l'heure, on vous a entendu reprocher aux politiques de ne même pas accorder quelques millièmes d'euros pour taxer les alcools et en quelque sorte renflouer la Sécu et financer... Bon, je vois ça midi à ma porte. Hein. Qu'est-ce qu'il en est depuis que Michel Barnier, il s'est passé beaucoup de choses, parce que Michel Barnier a décrété les maladies psychiatriques comme une grande cause nationale depuis les plus premiers ministres. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que c'est retombé Alors non, ça a été repris par l'équipe de François Bayrou. Simplement, je pense que c'est une énonciation générique, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce qu'il y a des programmes? Est-ce qu'il y a des labels? Non. Ça n'est pas le seul secteur. Voilà, c'est une très grande énonciation. Quoi. C'est une bannière que chacun doit mettre sur sa poitrine s'il se sent intéressé par le sujet, mais je ne vois rien d'autre. Hein. Et comme médecin hospitalier, comment est-ce que vous expliquez cette invraisemblance où il y a à la fois une hausse objective et souvent vertigineuse des consommations, des addictions, donc des maladies mentales qui peuvent s'en suivre. Bien sûr. Et le fait qu'à chaque fois qu'on ouvre un journal, on découvre que le système de santé, et notamment le système de santé psychiatrique, non seulement s'écroule, mais tente à même disparaître. Et donc on se dit, mais que se passe-t-il pour qu'une telle évidence non seulement n'apparaissent pas dans les priorités publiques, mais en même temps s'accompagnent du déclin même du mode de soin, pas d'administration, mais de la façon dont on peut soigner cela. J'ai du mal à m'expliquer. J'ai le sentiment qu'on a une cohabitation de deux logiques qui ne se touchent pas. Celle de, il faut absolument maintenir l'orthodoxie des économies et l'hôpital est un gouffre. Et à côté de ça, il y a une réalité à laquelle nous sommes confrontés. Mais ça ne se touche pas. Les films ne se touchent pas. Et moi, je ne me l'explique pas. Je ne comprends pas. Et cette logique, je la renvoie aussi vers les équipes de recherche, l'industrie pharma. Je leur dis, moi, quand je les vois, mais pourquoi vous n'investissez pas dans les addictions ? Vous gagnerez beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de malades d'addictos. Pourquoi vous êtes en train de fabriquer le 25e antidépresseur, le énième traitement pour lequel on a... Pourquoi vous n'allez pas développer des médicaments dans lesquels vous avez des malades? Évidemment, j'ai une petite idée. Parce que ceux-là, ils ne payent pas. Parce que si vous allez dans le privé, évidemment, on préfère sélectionner des pathologies rémunératrices plutôt que des gens qui, par leur maladie, sont désargentés et leurs familles sont sur la paille. C'est la réalité. C'est ça la réalité. Voilà, hélas. Merci beaucoup, professeur Amine Benyamina. On va passer à la chronique sur les réseaux et la politique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Bon, il n'y a pas de... Bonjour ma chère Véronique. C'est dur de passer après ce oui, débat. Ah, vache. C'est pas un cadeau que vous me faites, hein. Merci beaucoup. Mais il y a des choses qu'il faut savoir regarder en face. Mais non, c'était passionnant, vous avez publié un sondage pour le Figaro sur le pape François. Quelle image ont les Français de ce pape ? Alors encore, non, pas tant que ça. D'abord, la désacralisation. Encore un sondage, oui, c'est le principe c'est comme les marronniers, ça revient toutes les semaines. La désacralisation est en route et on a compris que c'était sans doute une des raisons du silence qui se rompt, mais le pape est mort. Le pape est mort, comme disait l'autre. Et donc, c'est un sujet en soi de savoir, est-ce que c'était un événement pour les Français, globalement ? Parce qu'on en a quand même beaucoup parlé, l'élection de son successeur aussi. Donc on a posé la question pour le Figaro, et oui, 56% des Français, alors évidemment, ce n'est pas tout à fait pareil selon que vous soyez catholique et que vous fassiez partie d'une autre religion, ou que vous n'ayez pas de religion. Évidemment, 36% seulement des Français qui n'ont pas de religion annoncée considèrent que ce n'était pas si important que ça. Et parce que nous sommes dans une chronique politique, la question, elle était aussi, est-ce que la décision d'Emmanuel Macron de mettre en berne l'ensemble des drapeaux français ce samedi était une bonne décision ? Eh bien oui, pour 74 des Français,
74% des Français, y compris les gens qui n'ont pas de religion, pour 59%, en considérant que oui, des drapeaux en berne, voilà, pendant une journée lors des obsèques du pape, ça avait un sens. Donc ça n'est pas un sujet de polémique a priori. Mais quand en France, il n'y a pas de sujet de polémique, il faut s'en réjouir. Donc voilà, après, la question, elle était, est-ce que le pape François était un bon pape ? Mais là, c'est un plébiscite. 86% des Français pensent que oui, c'était un bon pape. Alors évidemment, les catholiques, oui, et les autres religions aussi, mais les sans religion, 82% considèrent que oui, c'était un bon pape. Donc c'est un pape qui avait une très... C'est intéressant, 91% des catholiques, parce que quand on lit une partie de la presse, notamment la presse de droite, c'est pas forcément ce qu'ils partagent. C'est les 80. Ça prouve qu'il y a 9%. Y compris d'ailleurs dans certains, et c'est mon ancien journal, donc je peux le dire, y compris dans le Figaro, où on sent quand même un peu de gêne, et pour pas vous parler de gauche. Des médias du groupe Bolloré, où là, c'est carrément presque la haine. Donc c'est pour ça que je trouvais que ce sondage méritait d'eux. C'est intéressant. De Villiers a dit des choses absolument terribles le jour du décès de... Voilà. 91% considèrent que c'était un bon pape pour les catholiques. Donc c'est une information. Après, quels sont les qualificatifs qui sont associés au pape ? Eh bien, les 4 premiers sont, il est simple, à 88%. Et le petit plus doux, c'est qu'on avait fait un sondage en décembre au moment du déplacement en Corse. Et depuis, il a gagné 12 points. 87% considèrent qu'il était proche des gens, 84% sympathique, 80% courageux et à chaque fois plus 18, plus 15, plus 18. Et globalement, l'une des raisons de ces progressions, c'est que, quand c'est un décès, il y a quand même une image plus positive, on a envie de dire plutôt du bien, mais aussi parce qu'il y a eu énormément d'histoires, énormément de narratifs, énormément de reportages, et qui a marqué. Et surtout, les gens l'ont aussi beaucoup découvert sur la façon dont ils vivaient, et donc ça explique la progression si forte pour la simplicité et la proximité. Il faut dire ça à nos politiques, s'ils veulent gagner de façon spectaculaire, il faut aller en Corse. Il faut visiter la Corse. Il faut visiter la Corse. Alors, je n'ai pas fait focus Corse, mais j'aurais pu, parce que c'est un vrai sujet. Jean-Marie, s'il avait fait et la Corse et Notre-Dame. Voilà. Non, justement, parce que Notre-Dame, c'était les puissants. C'était du côté des puissants. Ils seront là samedi, les puissants, pour le célébrer. Oui, ils vont être là. Donc, cette image se confirme sur les réseaux sociaux. Évidemment. Alors, juste pour vous donner une petite idée, je vous ai fait la liste de tous les comptes pontifex. C'est quoi les comptes pontifex ? Ce sont des comptes officiels du pape et qui sont quand même très suivis. Alors, plus ou moins selon les pays, mais qui sont quand même très suivis. On arrive à 52 millions de followers. Ça fait rêver. Et là, ce ne sont que les comptes officiels. Et globalement, en France, on a pas mal parlé de ce sujet, 895 000 messages. Donc, ce n'est pas forcément un sujet dont on a autant parlé que ça, parce que globalement, les gens ont annoncé l'événement et puis après l'ont commenté une fois, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un sujet de conversation majeur. Mais quand on regarde les emojis, comme vous pouvez le constater, ce sont des emojis plutôt positifs, avec la colombe, merci, la paix, enfin voilà, plein de choses plutôt positives. Alors ça s'explique en particulier, parce que je vous disais, on a découvert plein de choses sur le pape. Sa passion pour le foot n'était pas tellement connue, mais là, il y a une image qui a été beaucoup partagée. Ah oui, mais ça, Marseille. Mais ils ont oublié les images avec Maradona. Ah ben voilà. Alors il y avait aussi, voilà. Il y a aussi les actions en soutien des civils et des catholiques de Gaza qui ont été largement rappelées et qui ont certainement joué sur son image. Vous avez aussi les mots sur les migrants et la tolérance qui ont été un sujet en soi. Pour beaucoup, ils les connaissaient, mais peut-être pas à ce point-là. Alors rassurez-moi, vous avez quelques petites blagues quand même. La blagounette. On est sur Internet sans blagounette. Alors, il y a les blagues syndicales, par exemple. Hein, ça existe. Hop, le pape, il s'est fait convoquer par son N+1 un jour férié et personne ne tique chez les syndicats. Voilà, je dis ça, j'ai rien dit. Voilà. Bien sûr, quand on est sur les réseaux sociaux, on parle de Trump. Alors là, Trump, ça a beaucoup fait rire les gens. Le lapin à côté, c'est vraiment pour m'abattre. J'en peux plus. Parce qu'il y avait le gros lapin pendant qu'il... Il a fait pire dans cette séquence. Oui, il a fait pire, mais moi, je suis restée sobre. Il a hâte d'aller aux obsèques. Oui, mais j'ai fait sobre. Non. M'en voulez pas, j'ai préféré le lapin. Il a hâte. Ouais. C'est une formule qui est très trumpienne. Qui est très trumpienne. Ça peut nous surprendre. Ouais. Mais bon, le lapin était plus léger. Ouais. Et puis évidemment, vous avez les mêmes qui sont systématiques. Donc hop, Mélenchon, le pape, c'est lui. Évidemment, ça, la base. Et je ne voudrais pas qu'on se quitte sans... Excellent comme photo. Eh ben oui, et Manu.
Voilà, sachant que pour autant, il revient de moins en moins souvent. Vous avez raté la dernière en date, c'est Michel Drucker en Oui, pape. je l'ai vu. Mais en fait, pour tout vous avouer, Flore qui est en train de râler dans l'oreillette et de dire ça suffit, taisez-vous. En fait, il faut que je le revoie un petit peu avant. Et quand c'était trop tard. Voilà, vous savez. Merci. Son courage aussi. Oui. À un moment, il y a une dame qui lui serre la main. Et donc, mais elle ne veut plus lâcher sa main. Ouais. Et pour s'en défaire, il la frappe vraiment avec vigueur. Donc on se dit oui. Est-ce que c'est une qualité ou un défaut, ça, on ne sait pas. Merci à tous. Professeur Amine Benyamina, addiction, manuel de premier secours, nouvelles drogues, alcool, médicaments, cocaïne, écran, trouver la force de vous en libérer. C'est aux éditions Marabout. Merci d'avoir pris de votre temps, qui est cher, pour venir sur le plateau de France 24. Merci à vous tous. La Tribune, dimanche, Regard et Jean-Marie Sleit. À très vite. Merci Véronique et merci à Flore Simon et à toute l'équipe technique. À bientôt.